normalement, ce sont trois termes qui se recoupent très largement. Bien. Maintenant, historiquement, en France, le terme nationalisme a été dévalorisé à cause de l'usage qu'en ont fait certains au XXe siècle, dans une notion essentiellement xénophobe, ce qui fait que beaucoup de gens se sont détachés de cette notion de nationalisme, plutôt se sont détachés du terme, et ont cherché des termes, je dirais, un petit peu similaires. Vous connaissez la phrase du général de Gaulle, le patriotisme c'est l'amour de sa nation, le nationalisme c'est la haine des autres. En réalité, en 1789, il n'en est absolument pas question. Le patriotisme et le nationalisme sont des synonymes. Mais il faut tenir compte aussi du fait qu'à un moment donné, dans un pays comme la France, le terme nationaliste peut prendre cette connotation négative. Alors, je constate par ailleurs qu'il n'en est pas du tout de même dans d'autres pays. Par exemple, en Amérique latine, où le nationalisme a une connotation beaucoup plus positive. Même chose en Asie, ou même chose dans les pays arabes, hein, si vous voulez. Le nationalisme arabe est très largement connoté à gauche, en réalité, et ça a été, d'une certaine manière, une tentative d'intellectuels chrétiens et musulmans de dépasser, je dirais, les communautés religieuses en construisant une nation. Donc voilà, il y a un contexte français un petit peu particulier, mais il ne faut pas, à cause de ce contexte, d'une certaine manière, perdre de vue que ce sont des termes qui sont extrêmement proches. Après se pose la question, le souverainisme, ça veut dire, prendre la souveraineté au sérieux. Autrement dit, considérer que la souveraineté n'est pas une notion comme une autre, mais est une notion qui est assez centrale dans la vie politique d'un pays démocratique. Et à partir de là, se poser la question de savoir comment se construit cette souveraineté. Bien. Ce qui veut dire que, autant le patriotisme ou le nationalisme peuvent exprimer des sentiments ou des affects, la notion de souverainisme, qui va traiter en fait, à peu de choses près des mêmes problèmes, va elle être beaucoup plus un concept construit. Et donc, on peut considérer que là, on a à la fois la version, je dirais, plutôt de réflexion, ça serait le souverainisme, ou la version plutôt émotionnelle, le patriotisme ou le nationalisme. La souveraineté nationale, c'est la forme d'expression de la souveraineté populaire. Alors, la souveraineté nationale peut être, à un moment donné, séparée de la souveraineté populaire si, par exemple, le souverain s'approprie le pouvoir et décide de ne pas consulter le peuple. Mais la souveraineté populaire doit toujours, elle, s'exprimer en souveraineté nationale, si vous voulez. C'est ça qu'il faut comprendre. Le peuple est la base de souveraineté. Après, on peut donner différentes définitions du peuple, c'est évident. Mais le peuple, ou disons un collectif, est toujours la base de la souveraineté. Mais cette souveraineté, quand elle s'exprime sous la forme de souveraineté nationale. Et c'est pour ça que je me refuse complètement à opposer l'un à l'autre, ça n'a pas de sens, si vous voulez. De même que parler d'une souveraineté de gauche ou d'une souveraineté de droite n'a tout autant pas de sens. Je pense qu'il peut y avoir, bien sûr, des usages de gauche et des usages de droite de la souveraineté. Ça, c'est une évidence. Mais on parle là des usages et non pas de la notion elle-même. Si vous voulez,
la démocratie implique que le peuple, à travers des mécanismes représentatifs, des mécanismes électifs et des mécanismes représentatifs, désigne ses délégués et que ces délégués soient capables de prendre des décisions. Ce qui implique qu'il y ait bien une souveraineté nationale. Donc, la démocratie implique la souveraineté. Bien sûr, dans l'histoire, on a eu toute une série d'États souverains qui n'étaient pas démocratiques. C'est aussi une évidence. Mais nulle part avons-nous eu un État qui soit démocratique, et je dis bien, la démocratie, c'est la capacité de prendre des décisions. C'est pas simplement le fait de voter. Il faut que ça se traduise en actes. Nulle part a-t-on vu un État démocratique qui ne soit pas souverain. La question de la laïcité touche à la question du peuple. On voit très bien qu'il ne peut pas y avoir de nation sans qu'il y ait en même temps un peuple. Et plus précisément, je dirais que la construction de la nation française s'est faite en parallèle à la construction du peuple. Et inversement, la construction du peuple s'est faite aussi évidemment en parallèle avec la construction de la nation française. Bien. Le peuple est avant tout une communauté politique. Et donc, tout ce qui peut le diviser artificiellement, bien sûr, le peuple est hétérogène. Il est divisé en classes sociales, même si on peut mettre beaucoup de choses derrière les classes sociales, mais c'est un terme qui est utilisé depuis très longtemps, hein, bien avant Marx. Hein. Guizot l'utilise en premier. Bon, et introduire la question de la religion ou des pratiques religieuses comme moment de définition du peuple, c'est en réalité le diviser. Alors, là encore, on va revenir à Bodin. Le premier qui en a eu une conscience extrêmement claire, c'est Bodin. Pourquoi ? Parce qu'il vit au moment des guerres de religion, il est confronté en permanence à cette question. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que il va écrire un dernier livre, il va demander que ce livre ne soit publié que 50 ans après sa mort, d'ailleurs, parce qu'il sent qu'il est sur un terrain là un petit peu dangereux, où il fait se confronter, dans un espèce de banquet platonicien, 7 personnes qui professent 7 types d'opinions religieuses différentes. Vous avez le catholique, le protestant, l'orthodoxe, le juif, le musulman, le partisan de la religion des anciens, et un espèce de panthéiste qui représente en fait l'idée qu'on pouvait se faire des athées à l'époque. Bien. Et ce que montre Bodin dans ce livre, c'est que personne ne pourra convaincre les autres. Aucun. Et donc, il pose le problème, il dit, si on n'arrive pas à se convaincre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient vers sa communauté religieuse d'origine, ou est-ce que l'on reste avec les autres pour œuvrer au bien commun? Notion évidemment centrale qui avait été construite dans les 6 livres de la République. Mais alors, à ce moment-là, si on veut rester avec les autres pour œuvrer au bien commun, il faut admettre que la religion soit renvoyée à la sphère personnelle et non pas à la sphère publique. Et c'est d'ailleurs l'un des derniers paragraphes du livre, et nous décidâmes de ne plus jamais parler en public de ces questions religieuses. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Et on comprend, d'abord, une chose, que la laïcité n'est pas la tolérance. La tolérance, c'est une valeur personnelle. Vous pouvez considérer que vous êtes tolérant. Mais la laïcité n'est pas une valeur personnelle. C'est un principe d'organisation politique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un principe absolument fondamental à l'existence du peuple comme communauté politique. Ce qui veut dire que la laïcité n'a rien à voir avec la question des religions en réalité. La laïcité ne se préoccupe pas de ce que pense un tel ou un tel. Il dit simplement à tous, si vous voulez
vivre ensemble, il faut que vous renvoyiez vos croyances à votre sphère privée. Alors, ce mécanisme n'est possible que justement parce que on a, depuis le Moyen-Âge, cette distinction entre la sphère privée et la sphère publique. Et ça, c'est un point extrêmement important. Bon, c'est un héritage du nominalisme, c'est un héritage de Guillaume d'Occam et de quelques autres. Mais cet héritage, il a été acté, en particulier dans les, je dirais, au Moyen-Âge tardif et au début des temps modernes. Et c'est là-dessus justement que va s'appuyer Bodin pour construire son concept de laïcité. D'abord une précision, ce n'est pas la nation que je définis comme une communauté politique, c'est le peuple. Mais je fais aussi une distinction dans mon livre, c'est la distinction entre le peuple en soi et le peuple pour soi. Alors là, vous aurez reconnu quelqu'un dont l'origine est le marxisme, qui a lu Lukács, et qui conçoit effectivement que ce qui est important et intéressant, c'est l'action du peuple en marche, si je viens de dire, mis en action, et non pas, d'une certaine manière, un peuple qui serait uniquement une suite de catégories statistiques. Donc ça, c'est le premier point. Alors, après, de ce peuple, on passe à la nation, de la même manière que la nation va passer au peuple, parce que les deux se sont construits, d'une certaine manière, de manière parallèle, à travers les siècles. Et ce qui fait un petit peu le peuple français, c'est à la fois l'histoire des compromis qui ont été passés pour qu'ils puissent exister, et ces compromis, d'une certaine manière, portent toujours sur des institutions qui vont faire la nation. Par exemple, le compromis entre le pouvoir du roi et le pouvoir du pape. Bien sûr, c'est quelque chose qui est très ancien dans notre histoire, très ancien dans notre culture politique, mais qui se réactive très vite dès qu'on touche à ce problème. Et si vous voulez, aujourd'hui, même des gens qu'on peut qualifier de droite, ils sont très raides sur la question qui consiste à dire « Ah oui, mais attendez, ça c'est du niveau du politique, c'est pas du niveau du pouvoir spirituel, et les deux sont bien séparés. » Ah oui, mais ça, en fait, ça renvoie au XIVe siècle, à ce qu'on appelle l'incident d'Agnani, quand un des lieutenants de Philippe le Bel est allé porter une assignation devant le pape l'a mal pris, ils se sont disputés, le dit lieutenant a souffleté le pape, la main était dans un gant ferré, le pape en est mort. Bien. Voilà, ça vient de là, en fait, cette idée d'une très profonde séparation entre ce qui est de l'ordre du politique et ce qui est de l'ordre du spirituel. Donc, il y a, et ça c'est un point important, une réelle dialectique, pour utiliser un mot qu'on n'utilise plus tellement depuis une vingtaine d'années, et qui me semble un mot important. Il y a une véritable dialectique entre la construction de la nation et la construction du peuple. Alors après, cette histoire de la nation, qui est inscrite dans la mémoire, y compris dans la mémoire inconsciente du peuple, elle va s'exprimer de manière symbolique, elle va s'exprimer dans des affects, bien entendu, et elle va s'exprimer dans la volonté de vivre ensemble. Cette volonté n'a rien d'évident au départ, mais aujourd'hui, elle est bien constituée. Et si vous voulez, si je reviens à l'épisode de Jeanne d'Arc. Bon. Jeanne d'Arc, elle est une fille de Lorraine, autrement dit, d'une partie du domaine royal, mais qui jouxte les terres d'Empire. Bon. Comment se fait-il qu'elle ait eu cette conscience que
les Anglais ne sont pas des Français. Parce que, si vous voulez, si on reprend, alors de manière anachronique, aujourd'hui, dans nos catégories, la division entre Français et Anglais, c'est quoi? Les uns et les autres parlent à peu près la même langue. En tous les cas, la noblesse britannique, elle ne parle pas l'anglais de l'époque, qui d'ailleurs est une langue mélangeant des racines germaniques, bon, etc. Bon, elle parle français. Bon. Les uns et les autres sont catholiques. Il n'y a pas de distinction religieuse. Bien. Alors, ça serait quoi la différence entre anglais et français? Le fait de dire, ceci est à toi, ceci est à moi. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui a été construit d'une certaine manière par l'histoire. Et là, à un certain moment, on dit, ben non, vous n'êtes pas français, nous ne sommes pas anglais. Et là, il y a un point de coupure absolument essentiel et qui est partagé par la population. C'est pas simplement le point de coupure dans la noblesse. Et d'ailleurs, dans la noblesse, on a très bien vu, il y a une partie des nobles qui vont plutôt se situer du côté du roi d'Angleterre, d'autres du roi de France. Certains vont faire l'aller-retour en fonction de leurs intérêts, bon, etc. Bon. Non, c'est une question qui est réellement portée par la population. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, je dirais que Renan a certainement, d'une certaine manière, raison de parler de cette volonté de vivre ensemble et de cette volonté de construire quelque chose en commun, mais il y a autre chose aussi qui joue, c'est justement ce poids de l'histoire.